Ça va encore être le feu dans les commentaires. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle des meilleurs heels à la WWE. 5 catcheurs tellement vicieux sur le ring que tout fan de catch en a déjà fait des cauchemars. Mais avant de démarrer, c'est quoi un heel au juste? Un heel, c'est tout simplement le méchant au catch, l'inverse du face qui lui représente le gentil. Alors j'ai énormément réfléchi à quel catcheur intégrer ou pas dans cette liste de la disgrâce, ce panthéon des bandits, que dis-je, le Hall of Fame des crapules. Et ce que j'ai pu remarquer dans mes recherches, c'est qu'il y a pas mal d'anciens heels qui sont un petit peu moins restés dans les mémoires que des heels assez récents. Bon, en tout cas, j'ai sélectionné 5 catcheurs qui ont, eux, une image de heel vraiment très marquée. Et puis comme on est sur la WWE, il n'y aura ni Ric Flair, ni Hulk Hogan, qui eux ont plutôt pas mal agi en heel, mais du côté de la WCW. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène à la découverte des meilleurs heels de l'histoire de la WWE. Et en guise d'introduction, laissez-moi vous parler d'un cas de figure assez particulier qui ne concerne pas vraiment un catcheur de la promotion. Vince McMahon est connu pour être le propriétaire et le président de la WWE. Mais c'est peut-être également le meilleur heel qui a connu la promotion dans toute son histoire. En effet, dans les années 80, Vince McMahon était surtout connu pour son travail en tant que commentateur, sans dévoiler à la télé qu'en fait il possédait la compagnie. Mais tout va changer à la fin des années 90, et notamment en 1997, l'année de démarrage de l'Attitude Era, quand Vince va passer de l'autre côté de la barrière et dévoiler un tout nouveau personnage, Mr. McMahon. Dès lors, Vince McMahon agit comme un patron sadique à la télévision et va notamment entrer en rivalité avec sa plus grosse star de l'époque, Stone Cold Steve Austin. Les spectateurs sont alors captivés par cette rivalité intense qui propulse littéralement Austin vers les sommets du catch. Vince McMahon a joué un rôle essentiel durant l'Attitude Era. Sans sa présence à l'écran, il est tout à fait possible que la WWE n'ait jamais pu battre la WCW dans les audiences. Et alors, qui sait ce que serait devenue la WWE? Allez, on passe tout de suite aux 5 catcheurs. Même s'il est bien connu à la WWE pour des rôles de face assez cool, Triple H est surtout connu pour son rôle de grand méchant de la compagnie. Arrivé en 1995 à la WWE avec une gimmick d'aristocrate français, Hunter Hearst Helmsley s'est pas mal développé pendant l'Attitude Era afin de faire évoluer son personnage. Et en 2000, Triple H devient le Game, le cérébral assassin, et devient par la même occasion un catcheur de plus en plus impitoyable sur le ring. On se rappelle notamment de cette série de matchs incroyablement violents face à Mick Foley durant cette époque. Durant toute l'année 2000, il va se battre avec Stephanie McMahon à ses côtés pour faire régner la terreur du clan McMahon-Helmsley. Et à partir de 2002, Hunter devient le leader de l'évolution. Un nouveau gang qui fait régner le chaos à Raw. Et Triple H est excellent dans son rôle de despote expérimenté qui malmène tous ses ennemis. En effet, à ce moment-là de sa carrière, il incarne littéralement la ceinture de champion du monde poids lourd qu'il a quasiment toujours en main entre 2003 et début 2005. Un peu trop même parfois puisque Triple H n'a pas hésité à conserver la ceinture même s'il était réellement blessé dans la vie. Toujours est-il qu'à cette époque, Triple H est le heel majeur de la WWE. Et pas seulement à cette époque d'ailleurs, puisqu'en 2013, Triple H enfile à nouveau son costume de heel démoniaque. Cette fois-ci, il incarne l'autorité. Un dirigeant d'entreprise tyrannique qui fait tout pour mettre des bâtons dans les roues des catcheurs face. Et ça marche plutôt bien pour des catcheurs comme Daniel Bryan, Roman Reigns ou Seth Rollins pour ne citer que. Au final, Triple H a laissé son empreinte sur la WWE de par son côté impitoyable et déterminé à être au sommet de la compagnie. Et vous alors, pensez-vous que Triple H soit l'un des plus grands heels de l'histoire et de la WWE? Dites-moi ça par commentaire. Pour ce deuxième point, j'ai extrêmement hésité entre 2 catcheurs. Et oui, la liste était alors déjà actée. Mon hésitation portait entre Edge et le Miz, et comme à chaque fois que j'hésite, je demande à Twitter. Et Twitter a décidé à ma place, et après 1200 votes, 70% d'entre vous ont voté pour Edge. Donc je vais parler de Edge dans ce point, même si je mentionnerai quand même le Miz en fin de vidéo. La folie, voilà ce qui caractérise la Rated R Superstar. Une folie intense, destructrice, dont il se servait pour vaincre ses adversaires. Edge a marqué son époque à la WWE et notamment les fans de la génération Catch Attack en France en étant l'un des heels les plus détestés de la WWE. Mais Edge n'a pas toujours été ce personnage si atypique. Il a démarré sa carrière en tant que jeune catcheur arrogant mais avec les dents longues. Et après une belle carrière en équipe avec Christian, Edge a éclaboussé la promotion de son talent en solo en devenant notamment le catcheur le plus titré de la WWE avec 31 ceintures. Mais c'est bel et bien à partir de 2005 que Edge commence à s'imposer en tant que heel majeur de la promotion. Son ascension vers le main event démarre lors de WrestleMania 21 quand il remporte la première édition du Money in the Bank. Puis c'est le cash-in sur Cena et le premier titre de champion du monde. Son association avec Lita est plutôt intéressante à l'époque puisque le duo fonctionne très bien en tant que heel. Mais c'est surtout la storyline de la Familia un petit peu plus tard qui a marqué énormément de fans. Edge se met alors en tête de séduire Vickie Guerrero, la general manager de SmackDown et veuve du regretté Eddie Guerrero. Pendant presque un an, Edge simule alors un coup de foudre pour Vickie dans le seul but d'avoir ses faveurs et d'être protégé à SmackDown.
Et accompagné de ses Edgeheads, qui étaient Kurt Hawkins et Zack Ryder, Edge va effectivement régner sur la division pendant un moment. N'hésitant pas à tricher à absolument chaque match, Edge réussit son pari de devenir littéralement insupportable. Mais outre ce côté très manipulateur, Edge a également choqué de nombreux fans de par son côté féroce sur le ring. Rappelez-vous notamment des concertos distribués aux adversaires, des matchs hardcore contre Mick Foley, ou encore de l'intensité de la rivalité avec l'Undertaker. Pendant de nombreuses années, Edge a tout simplement incarné à la télé le heel que nous, en tant que fans, on adorait détester. Pensez-vous que Edge mérite sa place dans ce classement plus que le Miz? Dites-moi ça dans les commentaires. À la 3ème place de cette liste, je vais vous parler d'un catcheur que je ne porte pas du tout dans mon cœur. John Bradshaw Layfield a eu une carrière assez surprenante. Présent durant l'Attitude Era sous la gimmick de Bradshaw, il est ensuite devenu JBL. Bradshaw était un solide gaillard, bagarreur, mais pas forcément méchant au final. Par contre, JBL était tout l'inverse. Un redneck texan ultra conservateur, raciste au possible et impitoyable avec toute forme de minorité sociale. Le personnage de Bradshaw est devenu John Bradshaw Layfield, son vrai nom, pour coller un peu plus à cette gimmick tout droit sortie de la série Dallas. Ce repackaging a eu lieu en 2004 pour que JBL devienne tout simplement le super heel de SmackDown, comme Triple H pouvait l'être à Raw. Et ça a marché incroyablement bien. JBL était tout simplement haï par quasiment l'intégralité des fans. Dès son entrée au ring, il énervait tout le monde, arrivant en limousine, un sourire hautain aux lèvres et une attitude arrogante au possible. Et que dire de ses promos parfois juste ignobles. JBL était tellement salé dans ses interventions au micro que l'on peut se demander s'il jouait vraiment un rôle ou si c'était sa personnalité qui parlait à travers son personnage. Et notamment quand on connaît les histoires de harcèlement qui ont concerné JBL au sein des vestiaires de la WWE. En tout cas, JBL a fait un excellent travail de heel durant son règne de champion et il a permis à John Cena d'atteindre des sommets de popularité à l'époque. Tiens, je vous pose une petite question comme ça, à votre avis, pour être un bon heel dans le catch, est-ce qu'il faut être un salaud dans la vraie vie? C'est personnellement une question que je me suis toujours posée. Allez, cette fois-ci, on va remonter un petit peu le temps pour le prochain catcheur. Arrivé en grande pompe à la WWF en 1984, Roddy Piper a rapidement su s'imposer comme l'un des plus grands heels de l'histoire. Déjà double champion du monde et véritable héros de la Mid-Atlantic Wrestling, Piper a dû s'adapter lors de son arrivée chez Vince McMahon. Présenté également comme un ancien champion de boxe invaincu, Roddy Piper avait tout pour être la star de la WWF à son arrivée en 84. Sauf que 1984, c'est également l'année de l'arrivée de la Hulkamania. Vince McMahon décide alors à l'époque de faire de Roddy Piper son heel numéro 1 et le premier véritable ennemi de Hulk Hogan. Et Piper est juste parfait dans ce rôle. Absolument insupportable sur le ring ou au micro, Piper est à l'époque considéré comme l'égal de Ric Flair lorsqu'on parle des meilleurs heels. Piper symbolisait en fait un peu le gros rageux qui était jaloux des superfaces de l'époque parce qu'ils avaient un peu plus la cote. Et c'était le vrai rebelle des années 80. Il était particulièrement insultant, violent, irrespectueux et ouvertement raciste à l'écran. En seulement quelques mois d'activité, il a littéralement réussi à se faire appeler le heel le plus détestable de tous les temps. Et il a également participé à l'éclosion de Bret Hart en 92. Par la suite, il est également devenu un très bon face avant de s'envoler vers la WCW pour faire renaître sa rivalité avec Hulk Hogan. Roddy Piper a laissé une trace indélébile dans l'histoire du catch, et si vous ne connaissez pas trop le personnage, je vous invite vraiment à aller voir ses matchs. Voici arrivé le moment où je vous parle du dernier de la liste. Le moment où certains vont attendre le catcheur auquel ils pensaient depuis le début de la vidéo. Alors qui peut bien être le dernier catcheur de cette liste? Le Honky Tonk Man, Jerry Lawler, Tommaso Ciampa, le Miz, CM Punk? Eh bien non, je vais maintenant vous parler de nul autre que de la vipère Randy Orton. Nul besoin de présenter Randall Keith Orton, catcheur de 3ème génération et véritable pilier de la génération NT1 pour les fans français. Randy Orton est une légende vivante de la WWE. 13 fois champion du monde et catcheur de l'année en 2008, il a su se forger une véritable identité au fil du temps. Et une chose est sûre concernant Randy Orton, ce catcheur est né pour être un heel. Vous serez sans doute d'accord avec moi si j'affirme ici que Randy Orton a toujours été meilleur dans un rôle de heel que dans un rôle de face. Et tout commence en 2002 pour le jeune Randy qui rejoint alors le fameux gang de l'Évolution. Il campe à l'époque le rôle d'un jeune catcheur à l'arrogance infinie. Plutôt bel homme et disposant d'un physique de rêve, le jeune catcheur ne peine pas à se faire détester par la foule. Puis il va monter en puissance au milieu des années 2000 en devenant une réelle menace pour ses adversaires. Le Legend Killer était né. Une gimmick qui lui a collé à la peau pendant des années et qui a marqué toute une génération. Randy Orton a développé son côté sadique pendant cette période avec des rivalités légendaires contre Mick Foley ou l'Undertaker par exemple. Cette construction de personnage va permettre à Randy Orton de passer au niveau supérieur et d'être au premier plan pour les titres majeurs.
Il devient pour la première fois champion poids lourd en 2004 avant de devenir champion de la WWE en 2007 et d'enchaîner des rivalités intenses avec John Cena et Triple H. Et c'est notamment durant cette période qu'il veut valider son statut de super heel en prenant part à des segments juste morbides. Embrasser la femme de Triple H sous ses yeux, agresser le président Vince McMahon, le père du Miz ou de John Cena, Randy Orton a été de toutes les pires séquences possibles, toujours poussé par une méchanceté illimitée. Puis la Vipère a créé le clan Legacy, une subtilité qui lui a permis de prendre un rôle un peu différent tout en restant dans son personnage. Mais son autre run très marquant en tant que heel est celui où il incarnait le champion de l'Authority. Nous sommes alors en 2013 et Randy Orton réalise l'un des cash-ins les plus terribles de l'histoire en détruisant le rêve de Daniel Bryan. Durant cette période, on retrouve alors le meilleur Randy Orton baignant entre férocité et perversion. Randy Orton est clairement l'un des meilleurs heels de l'histoire, c'est indéniable, et même après presque 2 décennies au plus haut niveau, il sait se réinventer pour être de plus en plus créatif dans le sadisme. Et ce n'est pas l'oreille gauche de Jeff Hardy qui me contredira. Voilà, c'est tout pour cette liste. Alors je le sais, certains d'entre vous vont être déçus de ne pas avoir vu leur catcheur dans cette liste. Je pense par exemple au Miz, que moi personnellement j'aime beaucoup et que je trouve absolument excellent dans tous ses runs de heel. Et puis comment ne pas penser à CM Punk, aussi bon en face qu'en heel, mais avec une malice et un sadisme criant dans ses rôles de bandit. D'ailleurs, Punk a eu l'honneur d'être excellent à la fois dans son rôle de champion arrogant accompagné par Polyman, mais également dans celui de gourou de la Straight Edge Society. J'aurais également pu parler du géant Yokozuna qui était sans doute le heel le plus imposant durant la transition d'époque en 1993. Et puis d'autres noms auraient pu apparaître si j'avais étendu cette liste au catch en général. Ainsi, un catcheur comme Ric Flair a façonné ce rôle de heel vantard et insupportable à l'époque de la NWA. Ric Flair était d'ailleurs tellement bon dans ce rôle que chaque confrontation avec des catcheurs face à l'époque créait un engouement terrible. Et puis toujours côté WCW, j'aurais alors pu mentionner le légendaire Hulk Hogan, qui a sans doute effectué le plus gros heel turn de l'histoire en rejoignant la NWO. Et puis tiens, dernière petite question, pour vous, qui sera le futur grand heel du catch et notamment de la promotion de Vince McMahon? Personnellement, je mettrais bien une petite pièce sur Tommaso Ciampa. Voilà, c'est tout pour ce top 5 consacré au plus grand heel de l'histoire de la WWE. N'hésitez pas à laisser un petit like si le sujet de la vidéo vous a plu. Quant à nous, on va se retrouver cette semaine pour une petite vidéo assez spéciale. Et ensuite, on se fera un petit épisode de retour sur l'histoire qui risque d'être bien sympa. Alors, je profite de cette fin de vidéo également pour faire une petite pub pour mes amis du Fatal 4Way. Donc, c'est une chaîne de catch qui font des podcasts, tout simplement, ils se réunissent pour parler de catch, et franchement c'est hyper fun, alors n'hésitez pas à aller voir la chaîne du Fatal 4Way, parce que franchement vous allez passer un bon moment. Je vous laisse des liens. Et puis également, je vous laisse des liens pour ma chaîne gaming qui grandit de jour en jour, on est bientôt presque 3000, et ça me fait super plaisir. Voilà, c'était Dr Wrestling, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Twitch pour des petits lives sauvages, et puis je vous dis à la prochaine, et en attendant, prenez soin de vous.